On va dans un instant recevoir, d'ailleurs, elle va nous rejoindre, Manaz Shirali, sociologue, politologue, spécialiste de l'Iran, qui signe Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné. Merci beaucoup, madame, de nous rejoindre. Mais avant d'en arriver au nouveau pouvoir, on reste sur l'aspect, un peu militaire de ce qui se passe, toujours sur cette carte, toujours sur ces images. Les fameux stocks chimiques de Bachar el-Assad, où sont-ils? Où sont-ils sur la carte qu'on a vue? Qui peut les prendre en main? Ça, c'est une inquiétude qui n'est pas que syrienne ou proche-orientale, qui est mondiale. Oui, c'est l'inquiétude dont font état les Américains. Alors, ils disent qu'ils ont des renseignements. Je suppose que c'est simplement qu'il y a des doutes sur certains sites. Et puis, les munitions chimiques, elles ont, entre autres caractéristiques, celle de se dégrader vite. Parce que les produits chimiques sont corruptibles. Donc, on ne peut pas... Donc on ne peut pas partir du principe que si on met 30 ans à les trouver, c'est pas trop grave. C'est pas si simple. Ouais, mais ça intéresse au plus haut point les Israéliens qui ont bombardé un certain nombre de sites stratégiques avec des armes sensibles. C'est comme ça que la communication officielle le donne. Oui. Mais j'ai pu discuter avec un diplomate de haut vol israélien qui effectivement parle de stocks chimiques, de laboratoires où on élabore du produit chimique qui ont été immédiatement bombardés en signe d'avertissement. On vous regarde, on observe, on reste pas les bras croisés. Là, il y a un sentiment d'urgence. Les Israéliens veulent absolument être au clair sur où se trouve cet armement chimique. Oui, absolument. Ils le savent déjà parce qu'il y a déjà des drones israéliens qui survolent Damas depuis maintenant un certain nombre de jours, depuis cette offensive éclair. Dès lors qu'on a compris qu'en réalité tout allait très vite, que les villes tombaient les unes après les autres comme des dominos, les Israéliens, donc, qui sont sur le plateau du Golan annexé, ont un poste d'observation de toute façon sur toute la Syrie, où ils ont déployé un certain nombre de troupes. Et ils rejoignent quelque part votre propos, monsieur Sifawi. Eux, ils s'étonnent dans un premier temps de la mansuétude, en tout cas à l'endroit de Djolani et de HTS, notamment dans les médias occidentaux. Ils observent, ils sont vigilants, mais ils ne sont pas du tout dans le bénéfice du doute, si je puis dire. Qui est donc ce nouveau pouvoir? Ce pouvoir qui potentiellement a la main sur des armes chimiques, qui détient une des clés importantes de la région. La Syrie, c'est par l'histoire, par l'influence géopolitique, un géant de la région. Faisons le portrait, Émilie, de ce Mohamed Al-Joulani. Oui, le monde a découvert son visage, plus précisément celui d'Abou Mohamed Al-Joulani, 42 ans. Alors, il a grandi dans une famille aisée à Damas. C'est le fondateur et le meneur du groupe armé Hayat Tahrir al-Sham et un ancien membre d'Al-Qaïda en Syrie. Alors, on a retrouvé ses dernières interviews, ou en tout cas les endroits où il s'était exprimé. C'était il y a seulement quelques jours, notamment lors d'une interview exclusive à CNN le 6 décembre 2024, donc il y a seulement quelques jours. Où il avait demandé à la journaliste de porter un voile. Ouais. Voilà, ce qui n'est pas dans le code vestimentaire habituel de cette chaîne américaine. Oui, donc ça, c'est quand même assez vertigineux. C'est-à-dire que CNN a été forcé. Ça montre quand même que, effectivement, c'est un islamiste extrêmement dur. Hein. On peut dire un mot peut-être de ça, s'arrêter un instant là-dessus, parce que le symbole, effectivement, est très important, comme le souligne ici Catherine. D'ailleurs, moi, je me souviens notre consoeur forcée de mettre un voile pour l'interviewer. Quand Massoud est arrivé à Kaboul, qui était un peu le héros des intellectuels occidentaux, parce qu'il était justement moins frénétique, je dirais, que les autres. Moi, j'étais à sa première conférence de presse. Avant de commencer la conférence de presse, il a demandé à toutes les femmes journalistes de se voiler. Donc, c'est pour ça que j'ai repéré tout de suite. Cette image est très forte, parce qu'on a beaucoup d'observateurs qui disent rassurez-vous, il est modéré, il est pragmatique, etc. Et il est quand même pas si pragmatique que ça. Il s'adresse au peuple syrien. Vous l'avez vu dans cette mosquée. C'est assez bizarre parce que le peuple syrien a été divisé en deux au nombre de la population, parce que je n'ai pas vu une seule femme. Donc on n'a pas besoin de s'adresser aux femmes. Et quand le général de Gaulle a fait son discours que je citais, Paris outragé, Paris brisé, etc., eh bien, il y avait des hommes et des femmes. Il y avait les Parisiens et les Parisiennes, n'est-ce pas, qui écoutaient ce que le général de Gaulle avait à leur dire. Eh bien là, c'est pas de chance pour les femmes syriennes, il n'y en a pas une seule. Il n'y a aucun doute de la nature pure et dure islamiste de ces gens-là. C'est vraiment, on n'en parle pas. M. Seifavi a bien expliqué depuis hier sur toutes les chaînes à qui nous avons affaire. Mais il ne faut pas oublier qui est parti. Celui qui a tué 500 000 Syriens et son père aussi. Et on a vu la prison. Vous avez raison de le rappeler. 1 million. En fait, on est par rapport
à Bachar al-Assad et son père Hafez al-Assad, nous sommes en face de dictateurs sanguinaires. Et quand deux dictateurs sanguinaires, leur régime tombe, on ne regrette pas pourquoi l'autre est arrivé, peut-être lui, il est islamiste ou pas. De toute façon, c'est une excellente nouvelle, c'est une bonne chose pour la région que Bachar al-Assad soit Alors, tombé. Madame Chirali, vous posez très bien le débat, mais continuons son portrait, Émilie. Oui, parce que voilà, il est vrai que la journaliste qui lui posait des questions a été voilée. Lui, il était en tenue militaire, si on observe bien les images. Et voici ce qu'il a dit, notamment. Il a affirmé qu'il changeait avec le temps, que tout le monde avait le droit d'évoluer. Une personne dans la vingtaine aura une personnalité différente de celle d'une personne dans la trentaine ou la quarantaine, et certainement d'une personne dans la cinquantaine. C'est la nature humaine. Donc oui, tout le monde peut changer, même lui. Les gens qui craignent, alors ça c'est la suite de ce qu'il a dit dans l'interview, les gens qui craignent la gouvernance islamique ont soit vu des mises en œuvre incorrectes de celle-ci, soit ne la comprennent pas correctement. Le régime évoluera vers un état de gouvernance, d'institutions, etc. Mohamed Sifawi, donc on est passé à côté de quelque chose. En fait, on avait mal compris ce que c'était finalement que l'État islamique. Juste une précision, dans la plupart des images que vous diffusez depuis hier, j'ai pu voir les deux principaux emblèmes des mouvements djihadistes, qu'on appelle en arabe Raya, c'est-à-dire l'étendard, et Liwa. Alors, Raya ou Liwa, ce sont les deux drapeaux, blanc sur noir ou noir sur blanc, qui ont deux significations dans la mouvance djihadiste. Le noir, ça appartient au chef de guerre, qui appelle à ce qu'on vienne le soutenir, et le blanc, c'est celui de la communauté des combattants. Donc ces deux drapeaux, si vous voyez l'interview de CNN, il y avait le drapeau islamiste, blanc sur noir, ou plutôt noir sur blanc, c'est-à-dire l'écriture noire sur un drapeau blanc, qui est une signification extrêmement précise de la connotation idéologique d'Al-Joulani. Je ne vais pas revenir sur son parcours, vous le connaissez, vous l'avez très bien rappelé. Etc. Mais un mot, pardon, sur ce que vient d'expliquer Émilie, c'est-à-dire qu'il essaye visiblement de rassurer. Il essaye de rassurer qui exactement ? Il essaye de rassurer parce qu'on lui a demandé manifestement de rassurer. Ses sponsors. C'est juste de la com. Ses sponsors, pour moi, c'est juste de la com. Et je vais vous dire pourquoi. Qu'un homme évolue, effectivement, c'est très courant. Qu'une femme évolue, c'est très courant. Qu'à 20 ans, on ait des idées et qu'on ne les a plus à 40 ou 50 ans, c'est possible. Mais en revanche, quand on est à la tête d'un mouvement de 30 000 hommes armés, djihadistes, c'est pas parce que le chef change que les 30 000 hommes changent. Et dans le mouvement djihadiste, pour les connaître un petit peu, je peux vous dire que lorsque le chef change dans le mauvais sens, il est généralement décapité dans l'heure qui suit, par ceux-là même qu'il commandait jadis. Parce que c'est codifié par les textes islamistes. Par conséquent, c'est là où je disais, c'est évidemment très bien que Bachar al-Assad soit déboulonné. Ça permet de remettre la Syrie dans le cours de l'histoire. En revanche, là où nous devons tous être extrêmement prudents, c'est de ne pas faire toutes les erreurs que l'Occident fait depuis 50 ans quand il s'agit du monde arabo-musulman. L'Occident intellectuel n'a jamais su lire la réalité de l'islam. Alors écoutons ses propres mots. Écoutons ses propres mots, parce qu'il y a effectivement dans ses paroles notamment l'adjectif islamique. Il dit c'est la nation, c'est pas la nation syrienne. Il considère, parce que la nation syrienne, il y a des chrétiens, il y a toutes les. Normalement, on devrait saluer tout. Non, des Kurdes, des non, c'est vraiment la nation islamique, c'est comme ça qu'il l'a définie. Cette victoire, mes frères, est une nouvelle histoire pour toute la nation islamique. Cette victoire, mes frères, est une nouvelle histoire pour la région. Le président Assad a transformé la Syrie en une ferme pour les ambitions iraniennes et il a répandu le sectarisme. Révolutionnaire, il y a pas Voilà quand on l'entend, qu'on comprenne bien. Est-ce que tout le monde est de l'avis, disons, très pessimiste de Mohamed Sifawi, ou si j'ai bien compris aussi d'Arnaud Girard, ou est-ce qu'il y a quand même d'autres commentaires Pardon, mais qu'on entende tous les avis, j'entendais par exemple Dominique de Villepin, qui est de l'autre camp, dire on exagère, il n'y aura pas de califat, il n'y a pas de projet de califat, et beaucoup disent c'est un djihadisme national. Ce n'est plus le djihadisme d'expansion. Certains disent que de toute façon c'est un frériste d'obédience frère musulman, que son djihadisme se transformera de manière pragmatique, je mets des guillemets parce qu'il faut rester vigilant, quelque chose qui ressemblerait en fait au pouvoir exercé par Erdogan, qui est un frère musulman et qui est un islamiste également, et qui tient un pays avec lequel on a des relations, qui fait partie de l'OTAN. Expliquez-nous bien la définition de djihadisme pragmatique, parce que c'est ça qui est difficile à saisir. Je suis en train de dire que
par pragmatisme, cet homme qui va devoir exercer le pouvoir pourrait abandonner le djihadisme au profit d'un islamisme qui ressemblerait à celui de Erdogan, son parrain en Turquie, qui est un pays, encore une fois, avec lequel on a des relations. Après, c'est un homme extrêmement fin et politique. Il faut savoir décoder deux choses. D'abord, son mouvement, il s'appelle Hayat Tahrir al-Sham. Sham, c'est le Levant. Le Levant, c'est la Syrie, le Liban, la Palestine mandataire, aujourd'hui Israël et territoire palestinien. C'est même une partie de l'Irak. Donc ça raconte un peu l'ambition, je dirais, régionale de ce mouvement. Quand vous faisiez référence à la nation islamique, c'est peut-être ça qu'il a en tête. Donc on verra par la suite quelles sont ses ambitions. Ensuite, il a compris un truc, c'est qu'il fallait absolument pas reproduire les erreurs des deux groupes djihadistes qui ont œuvré en Syrie, à savoir l'État islamique et le Front al-Nosra. L'erreur capitale qui a été celle de l'État islamique et qui a précipité le début de sa fin, ça a été de décapiter des Américains, Steven Sotloff, James Foley, qui a mobilisé une puissance colossale américaine, celle d'Obama, et qui a précipité encore une fois la fin de ce mouvement. C'est un homme qui fait de la politique. Il a fait de la prison. Lui-même, il disait lui-même, il y a déjà 10 ans, qu'il fallait absolument pas reproduire les erreurs qu'avait commises le Front al-Nosra ou qui était sur le point de commettre le Front al-Nosra et l'État islamique. Donc c'est un pragmatique. Effectivement, il faut savoir décoder ça. Maintenant, comme le disait le général Yakovlev tout à l'heure, c'est un homme qui a conquis le pouvoir. Il va falloir l'exercer et il est à la croisée des chemins. C'est pas un tendre. Hein. Il a fait de la prison, beaucoup de prison. La prison l'a formé. La prison, souvent, forme de forme. Hein. À Bouka, la plus dure, celle réservée aux islamistes. Je rappelle que beaucoup de ceux qui sont arrivés au pouvoir, Staline avait fait de la prison, Hitler avait fait de la prison. Il y a aussi dans l'ordre des démocraties, un homme comme Mandela, mais là on était dans les héros de la démocratie, a fait de la prison en général. Les grands leaders les endurcis et les grandit. Hein. Pour le meilleur ou pour le pire. Non, alors, là, on craint que ce soit le pire. On voit que lui, effectivement, déjà, il a un plan comme on dirait maintenant. C'est-à-dire que quand on voit ses photos, on voit qu'on est passé du fils de Ben Laden au héros Zelensky. C'est-à-dire que maintenant, il est tout le temps... C'est pas tout à fait Zelensky, disons là, non, si je peux me permettre là. Après, je comprends ce que veut dire Catherine Gentil, parce que c'est repris par de nombreux médias qui disent que c'est vrai qu'il a le look Zelensky avec son habit militaire et le kaki. Voilà, c'est ça. En tout cas, il a plus le look Zelensky que sur l'image de gauche où il est plus en homme politique. Enfin, c'est un Zelensky qui aurait appartenu, je rappelle quand même le CV, hein, groupe État islamique, Al-Qaïda. Donc ce sont quand même des mouvements criminels au suprême degré. Alors il les a trahis, se sont fâchés, etc. Là, c'est très compliqué, mais enfin, c'est sa famille. Sur lequel pèse d'ailleurs une prime de 10 millions de dollars, parce qu'il est considéré par les États-Unis d'Amérique comme un terroriste. Et l'Union européenne. Et donc, si vous l'apportez au FBI, vous recevez toujours, jusqu'à présent, 10 millions de dollars. Les États-Unis, à ma connaissance, n'ont pas annulé sur ce point-là, Renaud Girard, il a effectivement un contrat sur la tête, 10 millions de dollars. Les Américains, comme d'autres acteurs, sont présents en Syrie. Ils ont des centaines de drones qui survolent Idlib et d'autres régions de la Syrie. S'ils avaient voulu le droner, ils l'auraient fait depuis un certain temps. Cet homme, il s'est toujours déplacé assez librement à Idlib et d'ailleurs maintenant dans toute la Syrie. C'est qu'il a été lâché, cette chevauchée fantastique a été en fait ordonné par le président turc, frère musulman Erdogan, après que Erdogan, il faut reconnaître, il faut le dire honnêtement, avait cherché une voie diplomatique, puisque à l'été dernier, il avait proposé, il avait même invité Bachar el-Assad à venir passer ses vacances d'été sur le bord de la Méditerranée en Turquie, parce qu'il voulait proposer à Bachar une sorte de pacte économique et politique, de façon à ce que Bachar accepte de reprendre chez lui les 4 millions de réfugiés syriens en Turquie. Et c'est parce que Bachar n'a pas accepté, a continué à atermoyer, que finalement Erdogan a poussé son homme vers le... Et à la surprise de tout le monde, y compris sans doute... Alors, Renaud Girard, Catherine qui n'avait pas fini de dire ce qu'elle voulait dire. Non, je voulais juste terminer sur ce que je disais, le plan com, pour résumer. Donc moi, j'avais au téléphone des Syriens de Damas tout à l'heure qui m'expliquaient que tout apparaissait comme étant bien prévu, bien planifié. C'est-à-dire qu'on a distribué des numéros de téléphone, d'ailleurs de nombreux numéros étant turcs, pour dire si jamais vous voyez des délinquants, si on vous a volé une voiture, surtout vous nous appelez et on s'en occupera. Ils ont même des drones pour repérer les voleurs. Il y a même déjà les peines de prison qui ont été décidées. C'est entre 1 et 4 ans en fonction de ce que vous avez volé. Et il y a aussi une information qu'ils font passer sur tous les boucles télégraphiques
télégrammes, etc., qui est qu'on ne doit pas déranger les femmes et on ne doit pas leur faire de remarques en fonction de leur tenue vestimentaire. Donc on voit qu'ils ont quand même essayé de faire le plus de gestes possibles pour rassurer, justement. Qu'est-ce qui est en train de s'accélérer dans la région? On entrevoyait, l'image est passée de façon un peu subliminale, Netanyahou qui était dans le Golan pour dire le Golan, évidemment, est à nous. Et pour l'éternité, a-t-il pour l'éternité, a dit Benjamin Netanyahou. Tout change avec une rapidité tout à fait sidérante. Rappelons ceux qui sont tombés, soit morts, soit chassés du pouvoir. En quelques semaines, Nasrallah, l'homme du Hezbollah, Haniyeh, l'homme du Hamas, tué. Ah, c'est pas Haniyeh, c'est Sinwar. Voilà. Haniyeh aussi, dans la bande de Gaza. Sinwar, Haniyeh aussi a été tué, lui, à Téhéran. Ouais. Et puis Bachar el-Assad tombé, il serait réfugié donc à Moscou. Voilà, qui sera le prochain? Comment est-ce que vous comprenez cette accélération? Est-ce que ça se rapproche, pour être clair, de Téhéran? En tout cas, les Iraniens souhaitent que leur guide suprême soit le prochain sur la liste. Voilà, ça c'est le grand souhait des Iraniens. Et on pense vraiment qu'il y a des choses, des cartes qui sont en train de complètement changer. Et la chute de Bachar el-Assad était une excellente nouvelle pour les Iraniens. Pendant 45 ans, tout l'argent, toute la richesse des Iraniens est allée dans le Hezbollah, chez Hafez Assad, chez son fils. Alors donc, évidemment, la chute de dictature de Damas est une excellente nouvelle pour les Iraniens. Expliquez bien, pour les Iraniens de la liberté, pour les opposants évidemment, pas pour le régime, mais pour les opposants iraniens et pour le peuple libre. Quand on dit Iraniens, on dit opposants. 90% des Iraniens sont contre le régime. Évidemment, il y a une mince minorité qui soutient parce qu'il y a des bénéfices économiques et financiers. Mais de toute façon, quand on dit les Iraniens détestent la République islamique. Regardez l'image, il y a beaucoup de mèmes qui sont faits sur le fait. Tous ceux qui ont vu ces derniers temps Khamenei, ça sent le roussi pour eux, parce qu'effectivement, Haniyeh, Sinwar, etc., etc. Et on se dit, la prochaine carte, ce serait lui. Oui, parce que l'axe de la résistance, le pseudo-axe de la résistance, ça veut dire contre Israël au Moyen-Orient, eh bien, vous l'avez très bien dit, il est en train d'exploser. Donc, en fait, le principal succès géopolitique de l'État théocratique iranien est en train de partir en fumée. Mais malheureusement pour la population, elle a été extrêmement appauvrie et elle n'a toujours pas... on ne laisse pas tranquille, c'est un régime qui ne laisse pas tranquille les femmes, ça c'est moins qu'on puisse dire, et qui est dans une pauvreté incroyable malgré le pétrole que possède l'Iran. Mais pardon Renaud Girard, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que les Américains, Trump va arriver là 20 janvier, est-ce que les Iraniens observent ça en se disant c'est le moment de pousser l'avantage? En clair, ils pourraient maintenant, on sait que c'est dans les cartons, tuer ou non Khamenei par exemple, ça fait partie des possibilités. Oui, il y a d'ailleurs, il l'a dit, Trump, il a dit c'est peut-être le moment de faire un deal justement, parce que, et d'ailleurs c'est pour ça que Elon Musk est allé trouver l'ambassadeur iranien aux Nations Unies pour lui parler. Le deal, ça serait le suivant. Bon, l'axe chiite jusqu'à la Méditerranée, vous oubliez. La bombe nucléaire, vous oubliez. Et en échange, on pourra, lever progressivement les sanctions de manière à ce que vous pouvez vivre plus normalement. Faisons entrer dans la discussion Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement militaire israélien. Bonsoir Raphaël Jérusalemi. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si le son passe. Mais on a compris qu'il disait bonsoir. Il a dit bonsoir. Voilà, bonsoir Raphaël Jérusalemi. Quel était, rappelez-nous votre grade dans l'armée israélienne? Lieutenant-colonel. Alors, lieutenant-colonel Jérusalemi, ne nous faites pas de langue de bois, dites les choses parce qu'on a entendu Israël qui est un peu prudent parce que comme ils ne savent pas très bien où vont les choses, ils se disent on avance un peu sur des œufs. Franchement d'abord, est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle que Bachar el-Assad soit tombé? C'est une bonne nouvelle pour les Syriens. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne nouvelle pour tout le monde. Pourquoi? J'espère que c'est aussi une bonne nouvelle pour les Syriens dans la mesure où le régime qui sera à la place du régime d'Assad ne sera pas un régime taliban. N'oublions pas que lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir, ou même si on prend, après le printemps arabe, Morsi qui est arrivé au pouvoir en Égypte, les frères musulmans, tous ont prétendu qu'ils seraient libéraux, tolérants, modérés. Ça ne faisait pas une semaine ou un mois pour Morsi, une semaine pour les talibans.
que les femmes étaient déjà voilées et qu'elles n'avaient plus le droit d'aller à l'école. C'est frappant, hein. Pardon, Raphaël, mais là, tout ce que vous venez de dire rejoint ce qu'on entendait. Tout le monde n'était pas d'accord sur ce plateau, hein, mais sur le fait qu'il faut se réjouir prudemment. Évidemment, tout le monde se réjouit qu'Assad soit parti. En revanche, la suite est moins certaine. Sur l'avenir, bien sûr, c'est exactement ce qu'on dit depuis un moment. C'est-à-dire que quand on a vu tous les exemples de la Libye, de l'Irak, d'Afghanistan, etc., c'est toujours au début des promesses de tolérance, notamment le sort des femmes. Et puis c'est vrai que le temps passant, on se rend compte que c'est exactement l'inverse qui se passe. Alors espérons que cette fois-ci, ce soit dans le bon sens. Mais le passé nous enseigne que ça n'a jamais été le cas jusqu'à maintenant. Quelle est la suite, Raphaël Jérusalemi? Vous n'êtes pas un tendre, hein, vous n'êtes pas un tendre, lieutenant-colonel Jérusalemi. Vous aviez dit sur notre antenne: je tuerais volontiers de mes mains Agnier, je tuerais volontiers de mes mains Sinwar. Est-ce que c'est le moment pour vous de tuer Khamenei, la même que de façon que vous avez tué Nasrallah? Et on se dit qu'évidemment il y a une configuration favorable pour vous, si on est de votre point de vue. Je pense que ça serait bien pour le peuple iranien. Pour les Iraniens, c'est moins utile maintenant. Agnier, Sinwar, ceux que vous avez cités, il y avait une nécessité stratégique de les éliminer. Khamenei, maintenant, il est tellement affaibli, je ne suis pas sûr que ce soit une nécessité de l'éliminer. Par contre, ce qui est très intéressant, puisqu'on parle de l'expérience du passé, lorsqu'il y a le chaos qu'il y a maintenant en Syrie, il va y avoir une sorte de vide politique et un certain chaos. En général, qui profite de cela? L'Iran. L'Iran en a profité au Yémen, l'Iran en a profité en Libye, en Irak, partout au Liban. Donc dès qu'il y a un vacuum, ce vacuum est ceux qui se précipitent pour le remplir, bien avant Trump, bien avant M. Musk ou Poutine, c'est Khamenei, ce sont les Iraniens. Ils sont très forts pour exploiter ce genre de situation. Ils sont d'ailleurs déjà en contact avec Al-Giuliani et ils ont déjà échangé avec lui, promettant beaucoup de choses parce que c'est le camp qu'ils vont favoriser pour prendre le pouvoir, alors que les Iraniens, par exemple, vont favoriser les Kurdes, s'allier avec les Druzes. Du côté turc, on a aussi des candidats. Et donc, il va y avoir ici un imbroglio assez compliqué. Voilà. Est-ce que la communauté internationale arrivera à le démêler par des élections normales? Ça, il faudra voir. Non, c'est très intéressant ce que dit Raphaël Jérusalemi, parce que j'ai un certain nombre de mes contacts du côté israélien, donc à haut niveau diplomatique, qui vont un peu dans le même sens. C'est-à-dire qu'à court terme, très honnêtement, ça fait les affaires d'Israël, ce qui est en train de se passer. Le Hamas est extrêmement affaibli à Gaza, le Hezbollah est très affaibli au Liban, la courroie de transmission entre Téhéran, qui était la Syrie, et aujourd'hui le Hezbollah et le Hamas, elle n'existe plus. Donc à court terme, ça fait les affaires d'Israël. En revanche, à moyen terme, ils ne sont pas forcément très rassurés. La formule, elle m'a été dite comme ça et en anglais. Assad was an evil that we knew. C'était un ennemi qu'on connaissait. En revanche, HTS is an unknown evil. C'est un ennemi on ne connaît pas. Et pour revenir sur les propos de Raphaël Jérusalemi, il est vrai que ce que redoutent les Israéliens, en tout cas ce que mes contacts me disent, c'est que les Iraniens affaiblis, parce qu'ils le sont, pourraient très rapidement chercher à reprendre contact très directement avec Giuliani. Visiblement, il y a déjà des courroies de transmission entre HTS, donc Hayat Tahrir al-Sham, et les Iraniens. Et puis Giuliani, il va être pragmatique, on en parlait tout à l'heure, il va avoir besoin de cash à un moment donné pour reconstruire sa Syrie. D'où va venir l'argent et qui en a de l'argent dans la région? Les Iraniens en ont. Et c'est pour ça que je voulais rebondir sur les propos de Raphaël Jérusalemi, parce que oui, les Iraniens, ils vont pouvoir profiter de cette situation. Qui achète qui dans cette histoire? Je ne sais pas si on peut voir la carte de la région, parce qu'effectivement, ça se pose comme ça aussi. Hein. Les Iraniens donnaient de l'argent, beaucoup d'argent au Hamas, mais surtout beaucoup d'argent au Hezbollah. Est-ce qu'ils sont en mesure d'acheter ce régime? Plus maintenant. La situation économique des dirigeants iraniens est catastrophique, heureusement, pour la région. Et ils ne sont pas capables d'acheter un nouveau Giuliani pour le mettre dans leur poche. Ça, c'est vraiment hors de question. Par contre, ce sont les Qataris qui sont encore parfaitement capables d'acheter qui ils veulent. Est-ce que mais pour en faire quoi? Ils achètent tout le monde, mais ils achètent même les clubs de foot. Mais encore faut-il savoir quoi en faire. Non, pardon, pour faire ce qu'ils font partout, c'est-à-dire avoir une influence et être au cœur du jeu, si j'ose dire. Et ils sont déjà à la manœuvre.
Vous savez, il y a quelque chose qui trahit la diplomatie qatari et ses coups tordus, c'est la connotation médiatique d'Al Jazeera. Al Jazeera vous raconte tout de la volonté du régime qatari par rapport à telle ou telle situation. Or, aujourd'hui, évidemment, Al Jazeera, c'est l'autre tribune médiatique d'Al-Joulani. Est-ce qu'on assiste en général à une progression islamiste? C'est-à-dire, on entend les spécialistes qui disent attention, chiites, sunnites, très bien, bien sûr, on sait très bien que souvent ils se haïssent. Recul chiite, voilà. Progression sunnite. D'ailleurs, le colonel israélien du renseignement nous a dit que l'Iran a été impliqué dans les opérations en Libye. C'est faux, il n'y a que des sunnites, il y a les Égyptiens à l'est et les Turcs à l'ouest. Je ne sais pas où il a été inventé ça, mais effectivement, nous avons une extraordinaire progression des frères musulmans sunnites et un recul historique des chiites au Moyen-Orient. Oui, ça c'était. Et le sunnisme, c'est évidemment la majorité du monde musulman. Et le chiisme n'est qu'une minorité qui représente peut-être... Mais au total, je repose ma question, est-ce qu'au total, quand on regarde cette carte, parce que Erdogan, islamiste modéré, pour reprendre un mot qui a été un peu très contesté, mais enfin, il est un des gagnants de l'histoire. Effectivement, visiblement, on a compris que le Qatar mettait du cash sur la table pour avoir de l'influence. En gros, est-ce que c'est les islamismes, même s'ils sont ennemis entre eux, qui progressent? Écoutez, on est dans une région du monde profondément enracinée dans l'islam. Ce sont des sociétés dans lesquelles l'islam s'est enraciné depuis 1500 ans. Ce sont des sociétés qui sont en contact du monde moderne et ce contact les a bouleversés profondément. Cet islam que nous voyons depuis la révolution iranienne jusqu'à Al-Qaïda, jusqu'à Daesh, jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont les réactions épidermiques de ces sociétés profondément conservatrice. Mais d'où ça vient, pardon, Madame Shirali, quand on voit les images, elles tournent beaucoup, où on voit des images de Damas dans les années 60, de Téhéran dans les années 60, de Beyrouth dans les années 60, où on voit des femmes... De Tripoli en Libye. De Kaboul, où on voit, des femmes qui ne portent pas le voile, qui sont habillées comme des femmes libres, qui sont libres de s'habiller comme elles veulent, où on voit une société beaucoup plus libérale. D'où vient que... C'est pourquoi je dis, c'est la réaction épidermique de ces sociétés profondément religieuses. Mais à l'époque, elle était moins, visiblement. C'est-à-dire cette modernité qui s'est rapidement installée dans ces sociétés a créé cette réaction extrêmement forte. Et là, ce sont des sociétés qui sont en voie de transition, en train de sortir de cette religiosité traditionnelle et pour entrer dans un autre monde. Ce que nous voyons chez ces djihadistes, cet islam que nous voyons, ce n'est pas un islam, comme on a dit à tort, islam politique, c'est un islam idéologique. C'est que ces sociétés sont entrées dans une phase idéologisation. Ils sont sortis de leur religion, ils sont entrés dans l'idéologie. L'islam de Jolani, l'islam de Daesh, ce sont les islams idéologiques à l'instar même de l'islam de Khomeini. Quelles que soient les causes, voilà, le résultat, est-ce que c'est un fanatisme de haine? Disons les choses. Il a existé, rappelons-le, chez les chrétiens, chez les juifs, tout le monde. Il ne s'agit pas de dire que c'est spécifiquement musulman. C'est un passage obligé. Ces sociétés doivent passer par ces périodes sanglantes pour pouvoir se débarrasser de leur ancienne structure religieuse. Ce n'est qu'en passant par là qu'ils arrivent à s'en sortir et arriver à se moderniser, à installer la démocratie dans leur pays. De la même façon, je termine là, de la même façon que les sociétés occidentales, la France elle-même a traversé des périodes extrêmement sanglantes pour se débarrasser de la religion, des structures religieuses. Ces sociétés-là aussi, à leur tour, ont leur droit de traverser ces périodes sanglantes, ces périodes noires pour entrer dans la modernité et la démocratie. Soyons précis, on ne parle pas évidemment des malheureux musulmans. On rappelle d'ailleurs souvent que les musulmans sont les premières victimes statistiques des islamistes dans le monde. Mais personne ne peut dire que c'est un passage obligé qu'existe Al-Qaïda ou, le groupe État islamique qui a fait couler tant de sang, le prix. Y compris. Ça fait 45 ans que les Iraniens sont en train de payer le prix. Et aujourd'hui, jamais la société iranienne n'a jamais été aussi moderne qu'aujourd'hui. Vous dites Renaud Girard. Profondeur. C'est le prix que les Iraniens ont payé. 45 ans, ils ont traversé les pires situations. Et comme vous le dites, ils subissent eux-mêmes l'islamisme. Absolument. Renaud Girard. Une régression sociale fantastique qui est connue le monde arabo-musulman. Vous avez sans doute déjà vu, Darius, la vidéo. On voit Nasser, qui était le héros du monde arabe, se moquer
des femmes qui mettaient le voile islamique. Donc c'est une régression extraordinaire. Et effectivement, vous l'avez dit aussi, la royauté afghane avait des écoles où on voyait les jeunes filles aller à l'école avec des tenues qui ressemblaient un peu, c'est vrai, correctes, à l'Angleterre des années 1930, mais évidemment, elles n'avaient pas le voile islamique, évidemment, elles étaient libres. À quoi est due cette régression sociétale incroyable? Je pense à l'échec définitif pratiquement du nationalisme arabe, de ce mouvement qui est né, qui était de Michel Aflaq en 1940, un chrétien syrien d'ailleurs. Eh bien, ce mouvement du nationalisme arabe, de l'union des nationalistes arabes, a complètement échoué. Renaud Girard, d'abord parce qu'ils ont échoué dans leur guerre contre Israël. Avançons. Quelles seront maintenant les conséquences jusqu'en Europe, puisqu'il y a le risque que des djihadistes soient libérés dans les prisons. On rappelle toujours, libérés des prisons, il y a des malheureux qui étaient des victimes de Bachar, mais il y a aussi des islamistes qui peuvent venir frapper jusqu'en Europe. Les Américains, Émilie, prennent ça très au sérieux et ils agissent. Oui, la chute du président syrien n'a pas laissé Joe Biden indifférent, c'est même tout le contraire. En tout cas, c'est ce que l'on apprend dans les colonnes du New York Times aujourd'hui. Le président américain qui aurait déjà pris ses dispositions, il envisagerait, toujours d'après le New York Times, une approche face aux rebelles en Syrie au milieu d'un échange de messages secrets. On va aller poser la question à Axel Monnier qui est avec nous en direct de Washington. Bonsoir Axel. Alors, une chose est certaine, c'est que les États-Unis ne vont pas rester là sans rien faire. Non, exactement. Et d'ailleurs, ils ont déjà commencé à agir, et ce, dès samedi soir. On a appris, en effet, par le New York Times, que Washington avait déjà cherché à entrer en communication et était entré en communication avec les groupes rebelles syriens par le truchement des autorités turques. Et ils ont fait passer deux messages très clairs. Le premier, c'est qu'il n'y aura pas d'aide de leur part. Et le second, c'est attention, pas d'alliance avec le groupe terroriste État islamique. Alors actuellement, le renseignement américain est en train de continuer à travailler sur cette formation hétéroclite qui a fait basculer et qui a renversé le régime de Bachar al-Assad, essayer de comprendre comment il fonctionne et qui sont ceux qui constituent ce groupe, notamment le HTS et son leader, Abu Mohamed al-Joulani, qui figure sur la liste des organisations terroristes. Lui-même a fait l'objet d'une recherche de primes pour des informations évaluées à 10 millions de dollars. Donc les États-Unis sont très prudents. Il y a des questions, il y a des doutes, il y a même des débats au sein de l'administration Biden. Dans quelle mesure peut-on faire confiance à cette organisation que le pays a lui-même qualifiée de terroriste? Comment leur faire confiance quand ils disent qu'ils ont un discours beaucoup plus modérés, qu'ils sont prêts à gouverner? Bref, c'est pour cela que les Américains sont aussi en train de chercher des cadeaux entre guillemets plus classiques, plus diplomatiques, d'abord à travers leurs alliés dans la région, que ce soit le Liban, l'Irak, Israël ou surtout la Jordanie. Joe Biden s'est entretenu directement avec le roi Abdallah et il estime que les contacts est excellent et qu'il travaille de concert pour justement œuvrer à la stabilisation du pays. Et puis, il y a aussi des contacts réguliers avec les forces démocratiques syriennes qui sont un appui essentiel pour les Américains et que les Américains d'ailleurs aimeraient voir prendre une place importante dans l'avenir de la Syrie. Les Américains bombardent, merci beaucoup Axel Monnier, les États-Unis ont mené des bombardements aériens sur plus de 75 cibles du groupe État islamique. C'est quand même très frappant de voir en Europe beaucoup papotent. Pour l'instant, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux? Ils papotent pas. Ils ont frappé tout de suite, très vite. 75, c'est beaucoup de bombardements. C'était avant-hier, mais ils ont frappé de nouveau hier. C'est ça. Et donc ils ont continué avec notamment c'est le centre de la Syrie, plus précisément, qui a été frappé donc par des dizaines de frappes aériennes, dont, vous le disiez, plus de 75 cibles de l'État islamique. Regardons peut-être la carte, juste qu'on comprenne bien. Avec les Israéliens, ils l'ont proclamé. Aussi, voilà, mais ce sont ces taches noires. Ils ont frappé sur ces taches noires qui sont comme, disons, le cancer du groupe État islamique. Rappelons que la France avait frappé de façon très importante, la France et ses alliés à Raqqa, en particulier. L'opération Chamal. Mais ça n'avait pas été complètement déraciné. Et peu de temps après, d'ailleurs, les attentats du 13 novembre 2015. Donc c'est extrêmement important de voir cette carte parce qu'en fait, elle nous raconte la progression militaire et la prise de pouvoir par Ayad Tahrir al-Sham. Elle se passe sur ce qu'on appelle la Syrie utile, cet axe Alep, Hama, Homs et Damas. Après, il y a toute la bande côtière. Il faut voir comment ça va se dérouler parce que les Alaouites y vivent en majorité. On verra quel rapport ont ces
islamistes de HTS avec les Alaouites, et puis il y a tout l'Est du pays. Et là, c'est très important parce que, en gros, cette prise de pouvoir express, elle réactive toutes les dynamiques de la crise syrienne. Tout était gelé, tout se dégèle tout à coup. Et évidemment, il y a des groupuscules encore de l'État islamique qui sommeillent des cellules dormantes. C'est le message très clair qu'envoient les Américains. Deuxième point, et ça, il faut l'avoir en tête, les Kurdes qui sont soutenus par les Américains, ils ont des prisons immenses. La prison de Al-Hol, qui sont des espèces de bidonvilles immenses avec 50 000 personnes à l'intérieur. Et là-dedans, il y a beaucoup de djihadistes français. Et il y a, d'après les services français, l'équivalent de 150 à 200 djihadistes français, qui ont combattu pour l'État islamique, qui avaient rejoint l'État islamique en 2012. Écoutez cette archive, elle est très intéressante. Bachar el-Assad, 2015. À l'époque, c'est les attentats, et je crois que le lendemain des attentats, il joue là-dessus. Oui. Et il faut rappeler toute l'hypocrisie de Bachar, parce que lui-même avait libéré beaucoup de djihadistes. Mais il dit, moi, je suis avec vous, les Européens, je suis votre défenseur, etc. Il répond à l'époque à Guillaume Debré, juste après les attentats, et il dit, je suis solidaire de vous autres, les Occidentaux, face aux djihadistes. Écoutez. Nous sommes les mieux placés pour comprendre ce qui s'est passé hier en France. Parce que nous souffrons de la même menace terroriste depuis 5 ans en Syrie. Avez-vous un message à adresser au président Hollande ? Protéger vos concitoyens. Et la question que les Français doivent se poser aujourd'hui est celle-ci. La politique menée par la France depuis 5 ans en Syrie a-t-elle protégé les Français ? Je ne le pense pas. Bien au contraire. Donc la première chose que je lui demanderai, c'est qu'il protège les Français et qu'il change sa politique. C'est saisissant à revoir. Pardon, juste ce personnage avec son anglais très maîtrisé, là, qui répond à Guillaume Debré, qui ment. Enfin, il ment. Bien sûr, il était en rempart, mais lui-même avait libéré des djihadistes pour nuire à ses... Il y avait eu des lois d'amnistie. Est-ce qu'il avait choisi dans ces lois d'amnistie les djihadistes en particulier, pas les autres ? Je ne sais pas. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'après cette interview par Guillaume Debré, et que évidemment tout le monde avait entendu en France, eh bien la DGSE a pris contact avec le régime en disant, bon, écoutez, il nous manque des choses, après le Bataclan, il nous manque des renseignements. Est-ce que on ne peut pas reprendre la coopération avec vous ? Et là, ils avaient répondu, bah, écoutez, rouvrez votre ambassade et on le fera. Ouais. C'est une erreur très grave, en fait, Darius, lorsqu'on est un pays occidental, de fermer ses ambassades, comme on a fermé l'ambassade à Kaboul ou à Damas et Jupé, parce qu'en fait, une ambassade est particulièrement utile, pas chez les pays amis, pas au Danemark, où tout est transparent et on peut se parler au téléphone. Merci pour l'ambassadeur au Danemark. Oui, ça sert à rien, l'ambassadeur au Danemark. C'est ce que vous venez de dire, il est inutile. Voilà. Bon retour à Paris. Mais en revanche, et même si on avait aujourd'hui une ambassade à Damas, pour avoir des diplomates qui observeraient la situation, ça serait extrêmement utile. C'est toujours une faute, ça a été fait. Maintenant, qu'on soit d'accord ou non avec vous, pardon, que faire ? Parce que ça, c'est une question très concrète. Il y a peut-être des milliers de djihadistes, c'est ce que disait François Hollande tout à l'heure sur notre antenne, qui risquent d'être libérés par les Kurdes. Les pauvres Kurdes, ils sont en situation difficile, risquée en tout cas. Qu'est-ce que fait la France ? Mais même dans la fameuse prison qui se trouvait à 30 km de Damas et dont Arthur Saradin nous a envoyé les images. Mais c'est une question que se posent beaucoup à l'heure actuelle les services français, pas seulement d'ailleurs, tous les services occidentaux. Il y a des Français parmi eux. Oui, bien sûr. On pense qu'il y a à peu près 150 Français d'ailleurs qui auraient pu déjà être libérés. Donc c'est toute la question. Comment faire pour les empêcher de revenir ? C'est une problématique à laquelle fait face la France depuis longtemps. Parce qu'effectivement, il y a les Français qui sont chez les Kurdes. Et il y a eu toute une campagne pour dire non, mais il faut les faire revenir. Après tout, c'était il y a longtemps, il faut leur donner une deuxième chance, etc. Et puis il y a ceux qui sont sur une ligne quand même plus dure ou plus réaliste, qui disent ces gens-là représentent un vrai danger quand même s'ils reviennent. Donc là, tous les services occidentaux, effectivement, observent beaucoup ce qui se passe en Syrie et vont sûrement essayer de pister ceux qu'ils pourront localiser pour éviter qu'ils reviennent. Que ferait, attendez. Que ferait l'éminent général français sur ce plateau ? C'est un cas de conscience. Je rappelle, ce sont des traîtres. Ils sont allés combattre contre la France, terroristes, alors que la France souffrait de façon tout à fait cruelle. Ils sont allés combattre avec une armée ennemie, groupe État islamique, organiser des attentats. Certains avaient tout petit rôle, mais enfin, certains veulent évidemment quitter là maintenant pour revenir en France. Que fait la France ? Alors, que fait la France ? J'en sais rien. Non, mais que faudrait-il faire ? 12 balles dans la peau.
Alors on a la version, voilà, ce que dit avec de façon très drue, je rappelle, pardon, ça c'est le droit de la guerre, hein, y compris Robert Badinter qui est évidemment champion contre la peine de mort, il disait quand on est dans le cadre du droit de la guerre, c'est autre chose. Alors, vous invoquez le droit de la guerre en disant 12 balles dans la peau. Non, bon, que dit le général Ça c'est pas le droit de la guerre, mais le combat oui. Déjà relativisé, parce que comme vous l'avez dit très bien, l'immense majorité des victimes du terrorisme islamiste sont dans le monde arabe. Et y compris au Sahel, par exemple. Oui, mais là, vous évitez la question. Là... Non, j'évite pas la question. Oui, il y a des terroristes qui agissent en France ou qui voudraient agir en France. Non, mais là, ce sont des Français. Il y a des terroristes qui voudront venir des Français. Et ils tueront. Général. Et ils tueront des Français. C'est rien. Je regrette de le dire, parce que pour chaque victime, bien entendu, notre cœur saigne à tous. Mais il y a pour moi quelque chose d'immoral à ce que nous mettions la souffrance que nous pensons possiblement subir en parallèle avec les torrents de sang que connaissent ces pays. Donc nous, pendant ce temps-là, pour nous, chaque mort est un drame absolu. Et donc, tous les autres deviennent des statistiques. Ça, c'est immoral. Et donc, on doit accepter le terrorisme. Non, pardon. Non, s'il vous plaît. La morale d'un chef français, d'un dirigeant français, c'est de protéger en priorité les citoyens français. Faut-il qu'il s'occupe également des droits des Ouïghours en Chine? Je suis moins sûr. Protéger, sa première obligation morale en général, c'est de protéger les citoyens français. Il y a eu un débat judiciaire, je pense qu'on a raté le wagon. En gros, en France, effectivement, Catherine l'évoquait, est-ce qu'il fallait rapatrier ces femmes et ces enfants dans un premier temps vers la France? Là, on parle des hommes, vraiment des combattants djihadistes. Et des hommes également. Pourquoi? Mais pour les judiciariser, les juger et les condamner, et donc les surveiller et les enfermer. Donc ça, ce débat, il a eu lieu. On a raté le wagon, puisque maintenant, le pouvoir a changé en Syrie et la donne a complètement changé. On est dans une dynamique où, de toute façon, les Kurdes sont un acteur essentiel de ce pays composite. Ils vont demander des gages à leur soutien aux Américains et aux Français. Le Quai d'Orsay parle aux Kurdes. Ils pourraient menacer d'ouvrir les portes de ces prisons et on pourrait être effectivement face à cette menace de voir des revenants traverser l'Europe et commettre peut-être des attentats. Affrontons exactement le paradoxe avec vous, Émilie. Là, les images qu'on va voir, c'est des images magnifiques, enfin terribles et magnifiques. C'est la libération des grandes prisons vues par notre envoyé spécial. Il y a là des malheureux, des pauvres gens vraiment qui ont été des victimes de Bachar, mais il y a aussi des djihadistes, certainement. C'est l'une des images fortes de la soirée. Regardez, l'un des symboles de l'oppression du régime, c'est cette prison à Sednaya qui se trouve au nord de Damas, à environ 30 km. Elle a été ouverte en même temps que le régime est tombé il y a seulement quelques heures. Arthur Saradin, notre correspondant sur place, a filmé ces images que vous découvrez en ce moment même, où on voit des habitants, des proches, de la famille des prisonniers qui sont venus en masse pour aller à leur rencontre jusqu'à la prison. Il faut le rappeler, ces prisonniers parfois étaient enfermés depuis plus de 30 ans dans cette prison qui était connue comme la pire du monde, car c'est ici qu'étaient commises les pires exactions du régime de Bachar al-Assad. Des procès de 3 minutes, des passages à tabac, des pendaisons en masse. Et Catherine Gentil nous le disait, c'était même appelé l'abattoir de Bachar al-Assad. On va écouter le récit d'Arthur Saradin, qui est aussi entré à l'intérieur de la prison et qui va pouvoir nous en faire une visite guidée en quelque sorte. Mais avant, écoutez ce qu'il avait à nous dire juste avant d'entrer dans les lieux. Alors ce que vous voyez se jouer derrière moi, c'est une scène absolument historique. La libération de la prison de Sednaya, sans doute la plus meurtrière du régime de Bachar el-Assad. Ils ont été plus de 30 000 à avoir été tués entre ces murs depuis le début de la révolution. Des milliers d'entre eux, ils sont torturés parfois depuis les années 90. Et ce que vous voyez autour de moi, eh bien, ce sont des milliers de familles qui ont fait monter cette colline pour essayer de retrouver leurs proches. On en voit d'ailleurs des prisonniers qui viennent d'être libérés, qui ont grimpé sur le toit de la prison. Certains tournent la tête, cherchent des visages connus, des membres de leur famille. Plusieurs personnes nous ont dit avoir fait des dizaines d'allées et venues dans les couloirs de cette prison pour essayer de trouver un frère, un cousin. Vous entendez derrière moi, ce sont les balles qui sont tirées par le groupe HTS, des islamistes qui sont venus hier à Damas et qui ont fait tomber le régime de Bachar el-Assad. Et puis ces gens qui courent parce qu'ils ont entendu la rumeur qu'une nouvelle cellule a été libérée. Il faut savoir que depuis maintenant plusieurs heures, les forces de HTS essaient de trouver des tunnels cachés, des salles dont ils ne trouvent pas encore l'accès dans les sous-sols de la prison, où auraient été pratiquées pendant plusieurs dizaines d'années des tortures dont vont pouvoir peut-être témoigner les rescapés
de la prison peut-être la plus symbolique du régime de Bachar el-Assad. Alors, il faut saluer au passage le travail tout à fait exceptionnel de nos envoyés spéciaux en général et en l'occurrence de Saradin, puisqu'il était dans le palais présidentiel, on l'a vu tout à l'heure, et maintenant dans cette prison de Sednaya, l'écho historique de ce que représente la chute de cette prison. On a vu, n'est-ce pas ? Il faut peut-être revoir l'image exacte des gens. Ce sont des familles qui se précipitent. Alors, on a l'image en France de la Bastille tombée, mais la Bastille, c'était rien par rapport. Je crois qu'il y avait quelques prisonniers qui subsistaient. Voilà, une dizaine de prisonniers. Ils étaient assez bien traités. Et là, on est dans un autre monde. C'est l'univers. Il y en avait peut-être 20 000 dans cette prison. Et c'est l'univers totalitaire, au sens le plus exact, Renaud Girard. Oui, au sens le plus exact, parce que en fait, même les prisonniers du régime de Louis XVI, qui étaient assez éclairés, en fait, avaient droit à un avocat, avaient droit d'écrire à leur famille, avaient droit à des visites, etc. Et là, ce qui est horrible dans cette prison, c'est que aucune information n'arrivait à certains prisonniers, puisque certains prisonniers croyaient encore que ceux qui avaient ouvert la prison étaient des soldats de Saddam Hussein, c'est-à-dire irakiens, puisque Saddam Hussein était l'ennemi juré du père de Bachar al-Assad, c'est-à-dire d'Hafez al-Assad. C'est-à-dire des gens qui n'avaient aucune information de ce qui s'était passé depuis la mort d'Hafez al-Assad en 2000, qui croyait d'ailleurs que Hafez al-Assad était vivant. Comment est-ce que vous comprenez cette espèce d'apologue terrible ? Je vous rappelle, 2011, donc ça fait 13 ans, c'était les printemps arabes. Et on disait, vous allez voir, une vague de démocratisation va traverser l'ensemble du monde arabe et musulman. Résultat, on est 13 ans plus tard, et on assiste à ces scènes inouïes filmées par Saradin, où on voit que le monde, une grande partie du monde arabe, ce sont des dictatures, comme en Égypte, alors c'est pas ce degré la dictature, mais un maréchal élu à 96%, il n'y a pas que l'Iran qui est une dictature, 96%, et c'est un ami à nous, si j'ose dire, ami des Américains, ami des Occidentaux, et lui aussi met en prison beaucoup de gens. Alors, c'est sans doute pas une prison aussi dure, mais contre les islamistes, c'est pour ça que c'est notre ami. Comment est-ce que vous comprenez, s'il fallait résumer ça, comment expliquer ça ? Non, mais il faut imaginer qu'enfin, je les ai couverts ces printemps arabes en 2011, 2012. En fait, on avait des jeunes qui partaient la fleur au fusil, extrêmement romantique, parce que c'est ça la révolution, c'est beaucoup de lyrisme, mais c'est beaucoup de sang aussi, et puis d'exactions en bombardement, de torture comme on l'a vu dans cette prison en désillusion. La plupart ont été attirés par cette hydre terroriste qui sommeillait entre l'Irak et la Syrie, qui était donc l'État islamique, qui leur a mis véritablement une disquette dans la tête et les a préparés à ce qu'ils allaient commettre des années plus tard sur notre sol, et également dans les pays arabo-musulmans qui ont été victimes, vous aviez raison de le souligner, de très nombreuses exactions, et ils se sont soulevés, et finalement ça n'a pas donné en réalité d'efficacité, ou ça n'a pas produit d'effet, puisque Ben Ali a été renversé, Kadhafi a été renversé, Moubarak a été renversé, mais finalement les Égyptiens ont peut-être la mémoire courte, puisqu'en réalité Sisi a pris le pouvoir, et ça me rappelle un petit peu ce que finalement de quoi on s'inspire nous en Occident, peut-être de Thomas Hobbes, du Léviathan, je vais le citer, et qu'est-ce qu'il dit dans le Léviathan ? Même un souverain juste est préférable à l'anarchie, et c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est le logiciel occidental, c'est le logiciel européen, c'est pas nécessairement le logiciel dans le monde arabo-musulman. Cette jeunesse, elle a été trahie parce qu'elle a été bombardée, elle a cru à un moment donné qu'elle pouvait les renverser, ces régimes et ces potentats. En réalité, elle a été aussi trahie en réalité par une forme d'abandon au début des printemps arabes en Égypte. Place Tahrir. Vous avez eu tous ces jeunes libéraux, effectivement, qui étaient sur Internet et qui étaient complètement inspirés par les idées occidentales. Mais ils étaient un peu... Il n'y avait pas vraiment d'ordre, il n'y avait pas vraiment d'union, il n'y avait pas d'organisation dans cette révolution des jeunes blogueurs égyptiens. En revanche, il y avait une organisation très ancienne, tapis dans l'ombre, qui était l'organisation des frères musulmans, qui ont été fondés par Hassan el-Banna en 1928, et qui là a pris le pouvoir. C'était Morsi en Égypte, béni par les Américains qui croyaient que c'était des chrétiens démocrates, un peu comme ça, voilà. L'élection était démocratique, et qui supervisée par des observateurs. Quelques mois plus tard, nommait comme gouverneur de Luxor un chef terroriste qui avait assassiné 80 touristes suisses. Alors arrive Trump. Vous êtes avec nous, Charles Adams. Alors vous êtes un adversaire de Trump, disons les choses comme elles sont, mais vous êtes américain en même temps. Bonsoir Charles Adams. Bonsoir à vous. Ancien ambassadeur obamiste, pur sucre, anti-Trump, pur sucre. Est-ce que vous avez revu votre version d'ici là ? Il faut peut-être lire ce que dit Trump quand il dit
Assad est parti, c'est sa déclaration. Hein. Assad est parti, il a fui son pays. Son protecteur, la Russie, n'est plus intéressé à le protéger. Et il poursuit sur tout ce qu'on a vu là. Et il le dit en termes assez bien pesés, il faut dire les choses, vous n'êtes sûrement pas d'accord. Il dit « La Russie et l'Iran sont affaiblis en ce moment. L'un à cause de l'Ukraine et d'une mauvaise économie, l'autre à cause d'Israël et de son succès au combat. » Et il poursuit « Moi j'arrive, je vais faire la paix un peu partout en substance. » Il est fort, tout le monde est un peu affaibli. Est-ce que Trump arrive dans des bonnes circonstances? Charles Adams. C'est clair qu'il arrive dans des circonstances qui lui sont favorables. Il n'y est pour rien. Ça va de soi. Mais effectivement, ça lui donne l'occasion de se présenter sur la scène internationale dans un contexte où toutes sortes de possibilités plutôt prometteuses sont possibles et dont il pourra s'attribuer et s'attribuera le crédit. La Russie affaiblie, ou pas, la Russie affaiblie dans la région. On a parlé de l'Iran affaibli, mais la Russie, c'est quand même une défaite pour Poutine. Et Trump va en profiter. Une défaite pour Poutine, absolument. Les vainqueurs dans l'affaire, c'est la Turquie. Oui, c'est une défaite, c'est une humiliation pour la Russie. On l'a vu d'ailleurs avec Lavrov à Doha, qui parlait de terroristes, et le lendemain, qu'il y avait les nouveaux maîtres, voilà, il a changé de discours. C'était d'ailleurs amusant, comme Lavrov nous a fait des leçons de droit, en disant quand même, il y avait un accord, ils ne l'ont pas respecté, quelle honte, dans quel monde sommes-nous? Et puis, je pense que, par exemple, le départ du clan Assad. Ils sont allés en Russie. Moi, je ne vois pas comment ils sont passés autrement que par l'espace aérien turc. Donc, il y a eu un accord, forcément, ne serait-ce qu'un accord. C'est intéressant, ça. Oui, vous pensez que les Turcs ont laissé l'avion d'Assad traverser leur ciel? Parce que si les Turcs avaient dit cet avion ne passera pas, eh ben, on ne sait pas où il se posait, cet avion. Vous voyez, parce que pour aller en Iran, il fallait qu'ils survolent l'Irak. Donc, les Américains le laissent passer. Donc en fait, la Turquie, par grandeur d'âme, a laissé cet humaniste syrien. D'ailleurs, l'avion avait coupé prendre sa retraite. Il n'est pas tout à fait impossible que les Américains les laissent passer non plus. C'est pas tout à fait inouï. Il aurait fallu qu'ils aillent le chercher pour le flinguer. C'est quand même autre chose. Surtout que l'avion, ils ne savaient pas forcément ce qu'il y avait dedans. Puis il y a des femmes et des enfants aussi, etc. Il faut se souvenir aussi que donc ils ont laissé l'avion aller à Moscou pour qu'en fait Bachar revienne au chevet de sa femme qui est en train de mourir d'un cancer. C'est d'ailleurs Bachar était le jeudi où Alep est tombé, il était au chevet de sa femme à Moscou. Et donc là, il est retourné au chevet de sa femme. Il n'est pas étonnant que Erdogan, qui a été un ami personnel du couple Assad, je parle d'avant les printemps arabes, je parle d'avant 2011, et qui voulait d'ailleurs se réconcilier avec eux, mais il est tout à fait normal que Erdogan, qui doit apprécier, avoir de la sympathie pour Asma el-Assad, pour Madame Assad, ait permis effectivement le survol de son territoire. Ce paradoxe, j'aimerais vous entendre là-dessus. Trump, on a beaucoup dit, ses adversaires ont dit, il est fasciste, c'est un agent russe, il est dangereux, etc. Les mêmes parfois, disent, peut-être que Trump peut servir, il peut être utile. Voilà, c'est le retournement. Vous voulez dire qu'il est arrivé au New York Times de se tromper, cher Darius? N'est-ce pas, le pouvoir change les opinions. Parfois même, les gens de bonne foi changent leur opinion. Votre regard là-dessus, Charles Adams, est-ce que vous considérez toujours, vous, qu'il est influé par les Russes, qu'il est dangereux, qu'il est fascisant, ou est-ce que même vous avez changé un peu votre regard? Ce que j'ai dit, c'est qu'il est autoritaire. Il a une tendance autoritaire. Il va composer un gouvernement autoritaire. Ça, je l'ai dit et je le maintiens. Mais sur sa politique étrangère, est-ce que vous espérez qu'il va plutôt amener des améliorations là? Je doute. C'est bizarre que le peuple américain ait préféré Trump à la libérale, l'adorable, sympathique Kamala Harris. C'est quand même bizarre. Mais Renaud Girard quand le peuple se trompe, eh bien, comme le disait Bertolt Brecht, il faut changer le peuple, monsieur l'ambassadeur. Oui, il faut changer le peuple américain. Comment dire
Mon rêve, ça a toujours été que Trump se révèle être le plus grand président des États-Unis depuis Roosevelt. Vous l'aviez traité d'agent russe, André? Oui. Vous l'avez traité d'agent russe sur ce plateau? Parce qu'il a agi en tant que tel et qu'à ce point-là, c'était autant qu'il soit un agent russe, si vous voulez. Aujourd'hui, vous le considérez toujours comme un agent russe? Non, je considère qu'il a effectivement des opportunités qui ne relèvent pas de lui, comme l'a dit l'ambassadeur Adams, qui sont le jeu des circonstances, peut-être dans une certaine mesure de Biden. Nous sommes dans un moment où l'Amérique a de vraies cartes à jouer, à condition qu'elle n'abandonne pas l'Ukraine. Et Trump saura peut-être prendre le moment. C'est pas un imbécile. Peut-être qu'il saura prendre ce moment. Non, mais c'est parce que aussi on est dans un monde en pleine ébullition et que le côté mal alpha de Donald Trump peut rassurer effectivement certaines personnes qui se demandent si ça va pas aller de mal en pis. Et puis aussi, justement, Donald Trump, tout de suite, il est même pas au pouvoir, il commence à faire des grandes déclarations sur la politique internationale, sur ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Et ça a un effet miroir, évidemment, par rapport à cette administration Biden sur la fin, un président américain qui est totalement affaibli. Donc, pour certains Américains, c'est sûr qu'en plus, Donald Trump ramène une espèce de vigueur que l'Amérique avait perdue ces derniers mois. C'est en ce sens que certains qui le critiquaient beaucoup considèrent que maintenant, vu son énergie et son autorité, peut-être qu'il prendra finalement des décisions qui pourront régler certains conflits. Et au premier lieu, l'Ukraine et la Russie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il est l'heure pour nous de vous faire découvrir ce document exceptionnel, exclusif, LCI, de nos équipes sur place, au cœur de Damas. Vous allez découvrir des images encore jamais vues avec nos équipes qui étaient sur place ces dernières heures pour couvrir ces heures historiques au moment de la chute du dictateur syrien. Nos équipes sur place, elles sont nombreuses. François-Xavier Ménage, Olivier Cresta, Gwendoline de Bono, Arthur Saradin, Pierre Humet et aussi le récit de Nancy Reis. Découvrez ce document exclusif LCI, la chute de Bachar al-Assad. Le palais présidentiel a été vandalisé. Les portraits du chef de l'État déchirés. Son bureau abandonné. Bachar al-Assad, qui travaillait ici, a quitté à la hâte la Syrie dans la nuit de samedi à dimanche. Avant l'arrivée des rebelles, la population en colère s'en est prise à ce palais et au symbole du pouvoir. Retour sur cette journée du 8 décembre où la Syrie a basculé sous les yeux de nos envoyés spéciaux. Fin de matinée, nos équipes de TF1 et LCI sont les premières arrivées sur place. François-Xavier Ménage filme sa progression avec les groupes de rebelles. Ici aux portes de Damas, un exemple parmi tant d'autres pour montrer la débandade de l'armée des loyalistes. Vous voyez ici ce véhicule militaire qui a été incendié. Il est lourdement armé ce véhicule. Et juste à côté, vous avez des bases militaires où, pareil, des endroits ont été incendiés, des documents confidentiels ont été volés par les rebelles qui prennent donc possession de cette zone stratégique. Il faut rappeler aussi que certains rebelles nous ont dit tout à l'heure que désormais c'est une Syrie libre qui allait voir le jour. Et c'est évidemment, il faut faire attention, c'est évidemment l'avenir qui le dira. Il y a aussi sur cette route des Syriens qui, eux, quittent le pays pour se rendre au Liban. Ce sont, on l'imagine, des pro-Bachar el-Assad et ils ne se sentent pas en sécurité. Donc de la nuance ici en ce dimanche. Damas, enfin, une des places centrales. Des carcasses de véhicules incendiées. Preuve qu'il y a eu des combats ici. Les habitants ont sorti leur téléphone. Ce 8 décembre est à immortaliser. En prenant un selfie pour l'histoire, ce groupe d'amis a bien compris ce qui se joue ici. Ça, c'est la statue du père de Bachar el-Assad. On l'a cassée. La Syrie, enfin libérée.
La Syrie est libre. On a déboulonné sa statue. Dans toute la ville, on s'acharne sur les statues de la dynastie bassiste, symbole puissant du contrôle de la famille Assad sur la Syrie. Le quartier d'Al-Maza, où se trouvent les institutions gouvernementales syriennes. Ces jeunes ont déployé un immense drapeau rebelle. Les lieux stratégiques tombent les uns après les autres. On est devant le tribunal militaire de Damas. Regardez le portrait de Bachar el-Assad qui a été déchiré. Regardez aussi ce qui se passe au sol parce que ça indique les combats qu'il y a eu avec des cartouches qui sont retrouvées ici même. On vient de voir des Syriens qui, à l'intérieur du tribunal militaire, eh bien, ont emporté à la fois des documents, mais aussi parfois des valises, sans qu'on puisse savoir précisément ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est fou, en tout cas, c'est de voir effectivement à quel point le lieu a été intégralement pillé et mis hors d'état de fonctionner. Écoutez là, par exemple, il y a encore une alarme incendie, une alarme de détresse qui est enclenchée. Et ce que vous voyez avant, c'était des postes de contrôle. On est dans un des lieux les plus symboliques du pouvoir de Bachar el-Assad parce que c'est ici qu'était jugée une partie des personnes ici qui ont croupi en prison pendant des années et des années. Puis au loin, regardez, il y a un incendie, c'est-à-dire plusieurs endroits qui sont incendiés. Et ici, un calme absolu, alors que les rebelles que l'on suit depuis tout à l'heure, eux, ont pris possession de toute la ville. Allah Akbar, le régime a été renversé, ainsi que la direction de la sécurité de l'État et les services de renseignement de l'armée de l'air. Dieu soit loué, nous avons triomphé contre le tyran Bachar et de ses alliés, ainsi que des Iraniens et des Russes. Nos frères de Hama, nous vous attendons, et nos frères de Homs aussi. Dieu, la Syrie, la liberté. La Syrie libre, presque au même moment, à moins de 450 km de là, plus au nord, Raqqa. La joie de la libération du pays est telle qu'il faut tendre l'oreille pour écouter la voix de notre reporter, Gwendoline de Bonnet. Vous le voyez, les habitants ont appris la chute de Bachar el-Assad a quitté le pays. Le 8 décembre 2024 marque une histoire dans l'ère de la Syrie. Tous chantent une Syrie libre, tous remercient les rebelles qui sont arrivés sur Damas. Il y a une émotion extrêmement intense ici. Ils nous ont dit voilà, c'est terminé. Les 50 ans de tyrannie du régime Bachar el-Assad et de son père, Hafez al-Assad, sont terminés. Il y a une joie intense ici à Raqqa. On voit les drapeaux, le drapeau de l'armée syrienne libre, ici le drapeau des rebelles qui s'élève sur la place centrale de Raqqa, et les gens qui ne trouvent pas les mots pour décrire leur joie. Scène de liesse incroyable dans la foule. Cet homme qui a pris notre micro est un chef de clan, emprisonné pendant plusieurs années dans les prisons de Bachar el-Assad. Il résume le sentiment des Syriens ici. La Syrie est aujourd'hui entièrement libre. Tout le monde s'est réveillé dans la joie et la fierté. La Syrie ne peut pas être plus heureuse. Les bourreaux sont méprisés ou éliminés. Ils ont péché. Ce jour est un très grand jour pour les Syriens. La joie, ce sont aussi ces tirs de Kalachnikov, dans la rue, aux fenêtres. Des tirs et des klaxons de voitures. À l'arrêt, les habitants sortent tous, les hommes, les femmes, les enfants. Tous les gens sont contents, oui. Nous, ce qu'on voulait, c'est que Bachar el-Assad parte, qu'il aille en enfer.
Maintenant, on peut démarrer un projet. C'est le paradis. On a terminé avec eux. C'est fini. On s'est débarrassé d'eux. Tous les Syriens nous ont dit vouloir vivre dans un pays où toutes les communautés pourraient être protégées, pourraient vivre en paix. Mais cet avenir, il va falloir le construire, il va falloir engager un dialogue. Les autorités kurdes ces derniers jours nous disaient qu'elles se sentaient rassurées par les multiples appels du chef des rebelles islamistes, Abou Mohamed Al-Joulani, qui appelle à protéger toutes les communautés, mais elles attendent de voir dans la pratique ce que sera l'avenir. Et cette pratique, eh bien, elle commence aujourd'hui dans la Syrie de l'après Bachar al-Assad. Le dictateur a donc fui le pays dans la nuit. Et la Syrie de l'après ou l'immédiat, c'est cet homme. Il est près de 15 heures. Abou Mohamed Al-Joulani, le chef des rebelles, arrive en conquérant. Il a choisi la mosquée des Omeyyades pour s'exprimer sur Bachar al-Assad. Il a transformé la Syrie en une ferme pour les ambitions iraniennes. Il y a répandu le sectarisme et il a divisé les communautés syriennes. La nuit tombe sur ce pays de près de 25 millions d'habitants, désormais libéré. À Raqqa, notre reporter dresse un premier bilan. Ce que l'on note, c'est que pendant ces 11 jours de progression rebelle, on n'a pas vu de massacre, on n'a pas vu d'exaction, et ça c'est un signe rassurant pour les Syriens. Le chef des rebelles, Abou Mohamed Al-Joulani, a donné des consignes très strictes. Il s'est également employé à rassurer les minorités. Il y a aussi des centaines de soldats du régime qui se sont rendus auprès des rebelles et eh bien, on ne les a pas vus être blessés ou tués. Autre signe rassurant. Est-ce que cela pourra durer? Il est trop tôt pour le dire, mais c'est en tout cas ce à quoi aspirent les Syriens, toutes confessions confondues, qui réclament la liberté et la sécurité. Ce sont sans doute les deux mots que nous avons le plus entendus aujourd'hui. L'heure est à l'officialisation. Sur le plateau de la télévision d'État, solennellement, devant le drapeau de la Révolution, le présentateur annonce le bulletin d'information. La victoire de la grande révolution syrienne et la chute du régime criminel d'Assad, peut-on lire, la page Bachar est tournée.